Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans le Super Catch-Up, votre double ration de podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble SmackDown du 17 juin et l'Euro du 20 juin 2022. Avec moi pour m'accompagner pour cette doublette magique, j'ai avec moi Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. J'espère que vous avez faim, parce que là, le programme est costaud et cossu. On a pas mal de choses à voir. Hein. Ouais, c'est double maxi best-of, C'est ça, double dose. supplément sauce, je sais pas quoi. Ouais. Ah ouais, bah là, il y a de la sauce sucrée, salée, amère, il y a tout ce qu'il faut, sauce ketchup. Il y a tout. Et d'ailleurs, ça commence avec ni plus ni moins que le patron. Le Big Boss était là, jusqu'à ce soir. Alors, vous savez qu'il est un petit peu dans la mouise, là, dans la sauce, hein, Vince. On parlait de sauce, justement. Il est dans l'œil du cyclone. Ouais. Donc, je pense qu'il vient un petit peu savourer peut-être une dernière fois et puis aussi montrer qu'il est quand même le patron. Il a beau être un petit peu dans la tourmente, la Vince, il montre qu'il peut toujours venir faire un petit coucou et ce soir il vient. Alors ça ne dure vraiment pas très longtemps. Il est très content, il fait un peu de chip-hop en disant vive la ville de Minnesota. Voilà, c'est une autre ville ennemie en ce qui me concerne. Il nous rappelle que l'important, c'est le WWE Universe, c'est le Zen Now Forever and Together. Donc, grosso modo, la WWE, elle est là pour durer. On est là pour toujours. C'est pas les petites attaques juridiques, administratives et financières là qui vont plomber la société de Stamford. Et donc, il nous souhaite simplement la bienvenue à SmackDown. Et puis, il répétera un peu à l'exercice également lundi. Bon, ça faisait plaisir de voir le patron, Giscal. Toujours plaisir de le voir. Ouais, ça faisait plaisir de voir le patron. Alors, j'ai cru comprendre... moi, j'ai suivi ça de très très loin. Donc, en effet, il est un peu dans la tourmente, le bon Vince. Mais donc, j'ai suivi ça un petit peu de loin et j'ai lu quelques réactions. C'est vrai que ça fleurait, ça sentait bon le troll quand même, hein, cette petite apparition comme ça, alors qu'on le voit jamais. Hein, c'est vrai ça fait très longtemps qu'on le voit pas. Et juste venir pour dire bonjour à tous, bienvenue à SmackDown, alors que voilà, on sait ce qui se passe un peu dans la coulisse. Bon, c'était amusant. Moi, j'ai trouvé ça. Si c'est son côté impertinent, moi j'aime bien les gens impertinents comme ça. Donc, ouais, c'était cool de voir le patron. En tout cas, le public avait l'air d'être très content de voir le patron. Ça, c'est... Oui, tout le monde a été très content. C'est pas rien. Il se déplaçait plus beaucoup. Voilà, il se déplace alors qu'il il se subir des petits déboires là. Mais vous inquiétez pas pour lui. Pour l'instant, c'est bien lui le chef et il vient nous le montrer un peu d'impertinence, comme tu l'as dit, Giscal. Ça continue derrière avec Riddle, le nouveau top guy, top babyface de la WWE. Il chope un micro, il nous dit, il nous parle un petit peu de sa rivalité avec Roman Reigns. Il compte bien marquer l'histoire ce soir face au chef à la tête de la table. On a des chants, il est très très over, Riddle. Tous ses amis sont là, sa famille est là pour le regarder, puis son poteau Randy Orton est là, donc on a des chants Randy, évidemment. On souhaite bon courage à Randy Orton pour sa rémission avec ses petits soucis de santé. On a des chants Thank you Randy, mais ce soir c'est le title shot pour Matt Riddle, et puis après avoir balancé quelques petites dédicaces, il repart tout simplement sur la musique de Randy Orton, de la Vipère. Alors là, on continue avec Matt Riddle et son amour là, pour Randy Orton, auquel il dédicace tout simplement ce match-là qui aura lieu ce soir, dont on reparlera en fin de main event, tout simplement. Quelque chose à signaler sur cette petite intro de Matt Riddle ? Non, enfin oui, peut-être très brièvement. Je trouve que j'ai historiquement été assez critique de Matt Riddle. J'aime pas trop son personnage de ravi de la crèche, un peu benet là, shooté. Mais je trouve que depuis en tout cas, ces quelques prises de micro, depuis qu'il est un petit peu autopropulsé comme ça sur le devant de la scène, hein, parce que voilà, il fait office, comme tu l'as dit, de top babyface à SmackDown pour le moment. Écoute, ces prises de micro sont plutôt fun, c'est plutôt agréable à suivre. Le public joue bien le jeu, donc
Donc ces petites promos m'amusent bien. Et cet angle de cet amour inconditionnel de Randy, son bro là, je trouve ça assez rigolo parce que j'ai l'impression en tout cas de voir quelque chose qui se dessine un peu sur le long terme, qui me plaît bien, avec un Randy Orton qui finira par revenir. Et donc on en reparlera en effet après de tout ça, mais je trouve ça assez rigolo et assez fin ce qu'ils font avec lui. Donc c'est bien. Ouais, on en reparlera notamment avec les retombées, hein. Grâce à cette double dose de catch-up, on parlera non seulement du match, mais des retombées du match qui auront lieu qui ont eu lieu le lundi. À Monday Nitro, on commence avec une petite mise en bouche catchesque. Ce soir, on avait tout simplement l'introduction d'une nouvelle stipulation, hein, pour un match incroyable. C'était un last loss match, si j'ai bien compris. Donc le dernier, enfin celui qui perd, le dernier qui rit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qui rira bien, qui rira le dernier match. Ouais, en français, effectivement, tout d'un coup, ça fait un peu plus ridicule, même si en anglais, ça Ouais, l'est c'était pas d'autant mal non plus. plus, La hein. stipulation était assez bizarre. En fait, finalement, elle n'a aucun impact sur le match en lui-même, qui était Non. une énième redite entre Baron Corbin, enfin Happy Corbin et Madcap Moss. On a eu un Baron Corbin qui a dominé les débuts des hostilités, puis Moss qui est revenu et qui a pu passer donc 2 fois son finisher, la grosse punchline, hein. Et puis pour la victoire, tout simplement. Mais l'important, c'est peut-être ce qui s'est passé après, puisqu'on nous trace une route. Et là, Giscard, on pourrait dire, ouais, on trace une route pour ce valeureux babyface qu'on a construit. Et ben non, on trace une route pour le valeureux heel qui a perdu la rivalité, puisque Happy Corbin échange quelques mots avec notre commentateur adoré, Pat McAfee. La prochaine feud pour Happy Corbin est déjà écrite. Oui, peut-être, ouais, en effet. C'est vrai que sur le moment, j'avais juste vécu le segment un petit peu comme une sorte de petite, voilà, histoire de bien ponctuer le ridicule, Corbin, le loser et tout machin. C'est vrai que j'avais pas forcément vu de feu de derrière, mais après tout, pourquoi pas? Ça peut faire un match un petit peu de prestige, parce qu'étant donné qu'ils ont l'air de traiter Money in the Bank maintenant comme un vraiment un top event, et bah peut-être que à la manière de WrestleMania ou de SummerSlam, il peut y avoir un petit match un petit peu comme ça, avec un guest. Bon alors Pat McAfee maintenant il est plus que guest des matchs, hein, après la magnifique performance qu'il a eu à WrestleMania. Mais oui, tiens, c'est vrai, je n'ai pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas. En effet, ça peut être rigolo de revoir Pat McAfee dans le ring. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Donc ouais. Ouais. Bon, alors on a eu quand même cette histoire de stipulation, hein, qui s'est déroulée, puisque tout simplement, Madcap Moss a eu le droit de rire de Happy Corbin, en fait. Et tout le monde a Voilà, rigolé, ça. en fait, hein, Tout le monde a rigolé, bien chauffé par Pat McAfee, qui a lancé en plus des chants bum-ass Corbin, Mm. avec la foule. Donc voilà, Ouais, la stipulation, c'était le perdant était ridiculisé sur la place publique. je sais pas je sais pas s'il y avait une référence à un truc qu'ils ont l'habitude de faire dans cette arène, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, c'était une stipulation sans conséquence, mais on va dire que ça permettait alors, je sais pas s'il y avait vraiment besoin de reponctuer cette feud, hein, parce que Madcap Moss avait gagné de manière assez décisive quand même à Hell in a Cell, donc c'est vrai Oui. que pour moi c'était un peu terminé. Bon après je pense qu'ils ont peut-être voulu, bon, c'était sympa de lui faire un petit kiff parce que Madcap Moss c'est vraiment, c'est vraiment un gars de la banlieue de Minneapolis, c'est là où se passait le show, donc Exactement. du coup bon bah voilà, ça permettait de faire, de booker un match dans lequel on était assuré, on va dire, de la superbe réaction pour le babyface. Donc bon, on lui a redonné un petit token, une petite médaille avec cette victoire. Donc Madcap Moss voilà, est définitivement bien le vainqueur, même si on le savait, hein, de cette rivalité. Et puis ça permet, voilà, de se moquer un petit peu de Corbin, de faire un segment qui marche bien à la télé. Donc voilà, même si c'est vrai que c'est assez surprenant comme tu l'as dit, et c'est quelque chose qui m'avait un petit peu embêté sur le moment, c'est que bah, on sort de ce match avec une issue qu'on connaissait déjà, hein, c'est-à-dire voilà, Madcap Moss a gagné, Baron Corbin a perdu, ça on était déjà au courant. Mais par contre, on ne sait toujours pas ce que va faire Madcap Moss pour la suite. Mais par contre, on a déjà booké le programme du perdant, comme tu dis. Donc bon, ça c'est peut-être un petit point gris, mais dans l'ensemble, ça va, ça m'a plu.
Ouais. Donc voilà, le pauvre Happy Corbin qui repart sous les rires de la foule. S'en est suivi, voilà, la division tag team de SmackDown est au top, puisqu'on a eu un match ce soir entre le New Day et Jinder Mahal et Shanky. Shanky qui fait toujours sa petite danse là pour venir jusqu'au ring. Bon, écoute, un match qui était pas foufou, hein, tout simplement. On a donc Xavier Woods donc, qui est venu avec son trombone là pour, euh, m- comment dire, pour empêcher un peu Shanky de taper ce Kofi Kingston et puis se mettre à danser. Et puis Kingston, il a fini par placer son Trouble in Paradise sur l'ancien champion du monde Jinder Mahal pour la victoire finale, tout simplement, du New Day. Bon, voilà, un petit match de comédie. Pas sûr de savoir vraiment ce qui se passe à ce niveau-là entre tous ces gens, mais bon, on les occupe. Ouais, c'est ça, écoute, on les occupe. Ça mangeait pas trop de pain, c'était pas trop long, ça va. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. Encore une fois, c'était un segment de télé, Ouais. assez efficace avec le coup du trombone pour distraire le géant indien là, et puis après Jinder Mahal qui s'énerve et qui se prend le trombone par. Ouais, je trouvais ça marrant. Ça n'a pas excédé, on va dire, l'importance qu'avait le segment, donc c'était suffisamment rigolo pour que ça passe. Mais c'est vrai que le New Day maintenant. Bah, tant que notre bon Biggie n'est pas revenu d'entre les morts après sa grosse frayeur, j'ai l'impression que ouais, il va pas se passer grand chose. Donc ils sont là pour amuser la foule en weekly comme ça, quoi. Il a été aperçu sur sa Minerve, hein. C'est vrai? Le bon Biggie, ouais. Ah, Il était bon, aperçu c'est sur sa bien, Minerve. ça, c'est bien. Donc ça, on est sur la bonne voie. Drew est là dans le ring avec son micro. Adam Pearce est là aussi avec son micro. Sheamus dit à ses potos, là, Ridge et Butch, parce que lui, il va aller également les rejoindre sur le ring, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz. Là, il faut réussir à déterminer un gagnant, un qualifié entre les deux hommes, hein, entre l'Irlandais et l'Écossais, pour savoir qui va aller à Money in the Bank. Et là, donc, Adam Pearce, il a beaucoup réfléchi. Et il nous explique bon, voilà, d'un côté, il y a Drew McIntyre qui veut botter des culs. Sheamus, il dit que Drew McIntyre, ce serait lui. Enfin voilà, Sheamus, il a déjà gagné un Money in the Bank. Drew McIntyre, c'est une grosse erreur de venir parce que de toute façon, il ne parviendrait pas à cacher sa mallette de façon efficace et victorieuse. Donc on nous rappelle, voilà, Drew et Sheamus ont eu leur chance. Et le management de la WWE a tout simplement décidé de mettre Sheamus dans le match du Money in the Bank. Alors Sheamus est content, il fait un gros câlin à Adam Pearce, puis il se moque de Drew McIntyre. Et puis Drew McIntyre, il met une grosse clothesline à Sheamus. C'est de la grosse bagarre. Et puis finalement, Adam Pearce dit non mais attends, Drew, toi aussi tu vas dans le match, il n'y a pas de souci. Sheamus n'est pas content, Drew est content. Et puis ça se transforme avec une grosse Claymore. Et puis on retrouvera les deux Golgoth dans le match. Et puis c'est tout ce qu'on voulait savoir en fait. Exactement. Oui, c'est ça. De toute façon, on voulait voir les deux dans le match, donc tout est bien qui finit bien, en quelque sorte, hein. Même si ouais, j'ai pas trop. Alors je sais pas si c'est la faute d'Adam Pearce, du timing. Parfois, je sais pas, ils auraient peut-être pu le faire mieux. Je trouvais que c'était marrant d'annoncer que Sheamus était dedans, donc Drew McIntyre s'énerve. Mais après, je sais pas, je trouve que le moment où Adam Pearce rattrape Drew McIntyre pour dire attends, toi aussi t'es dedans. Je sais pas, c'était presque, ça tombait un peu à plat. Je sais pas, c'était une histoire de timing un peu. J'ai pas trop. J'ai trouvé que c'était pas forcément très bien exécuté ce petit segment. Mais au final, l'intérêt étant que les deux sont dans le match, donc ça c'est cool. Deux gros profils pour ce Money in the Bank qui intègre le match, donc ça c'est excellent. Oui, c'est ça qui compte, c'est que les deux se retrouvent qualifiés. Et puis voilà, il y a une belle alchimie entre les deux. Donc effectivement, Oui, c'est ça. Entre les deux, ça marche bien. Adam ça Pearce, moi, marche. je me convainc pas trop, mais Adam Pearce, il
il fait le middleman à chaque fois, toi. Donc, Ouais. à chaque fois, il se retrouve dans des séquences. On le voit peut-être trop, je ne sais pas, mais il se retrouve toujours dans des séquences où il est là, il essaye de parler, les autres le laissent jamais parler. Puis il fait toujours des grimaces. Pas possible, je pense qu'on pourrait faire une compile de toutes les têtes qu'il fait quand il se fait couper la parole et que, en fait, on le laisse pas parler. Et du coup, en fait, le mec est là pour faire. Mais en fait, si, t'es Ça. qualifié. Ah, d'accord, ok, ok. En tout cas, c'est vrai qu'avec ces deux-là, avec Seth Rollins, ça commence à poser les bases Ah oui. d'un beau line-up. Hein. Là, pour l'instant, c'est du All-Star pour les qualifications pour Money in the Bank. Sami Zayn, lui, n'est pas encore qualifié pour le Money in the Encore. Bank. Trouvera-t-il le chemin? En tout cas, il a trouvé le chemin du vestiaire de Roman Reigns. Et visiblement, il a du mal à trouver par contre le courage pour toquer à la porte de Roman Oui. Reigns. Et en plus, il est pris en flagrant délit par Kayla, l'intervieweuse, qui dit bah alors, la semaine dernière, t'as perdu. Sami dit non, mais moi, je veux pas parler. Euh, voilà, il est un peu dans le déni, quoi, hein, de la situation. Et puis finalement, il se retrouve comme un con et il dit qu'il doit partir pour utiliser les toilettes. Parce qu'il avait une envie pressante. Voilà. Et donc, voilà, Sami Zayn n'a pas trouvé le courage d'aller toquer à la porte de Roman Reigns suite à sa mauvaise prestation de la semaine dernière. Je pense qu'il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix. On continue avec un autre match de qualification. Et là, je ne sais pas si c'est du All-Star Game, puisque c'est le match de qualification de la division féminine. Et ce match est entre Raquel Rodriguez et Shayna Baszler. Donc une place est à prendre entre les deux femmes. Avec Raquel Rodriguez qui a rejoint le roster il y a peu. Donc ce match commence. On a Baszler qui attaque la jambe de Raquel. Raquel qui balance des gros coups là dans le coin du ring. Ça s'échange des gros kicks. On essaye de faire on a une grosse descente du coude là, un gros running boot de la part de Raquel. Baszler qui évite une power slam. Et puis Baszler qui se fait contrer sa prise de soumission, et Raquel qui lui fait un gros slam et qui place son finisher pour la victoire. Et donc victoire peut-être surprenante ou pas, tu me diras ce que tu en penses, de Raquel Rodriguez qui donc prend son ticket pour le Money in the Bank. Et c'est la première catcheuse qui n'est pas blonde qui est qualifiée pour le Money in the Bank. Bien vu, en effet, j'avais pas pensé à ça. C'est à noter. C'est à noter, c'est vrai. C'est aussi pour ça qu'on écoute Ketchup. Hein. C'est pour ces infos, ces factoïdes qui permettent d'en savoir plus sur le Money in the Bank féminin, parce que de toute façon, la WWE nous raconte pas grand-chose hein, sur ce Money in the Bank féminin. C'est vrai que hormis peut-être Lacey Evans hein, qui a ce retour un petit peu romancé. Pour le moment, les participantes, c'est un peu neutre, on va dire, leur entrée au Money in the Bank. À chaque fois, ça se fait pas, tu vois, par le biais de rivalité, de grandes storylines, de choses particulières et tout. Donc voilà, un match de qualification de plus du côté des femmes sans grands emphases, j'ai envie de dire. Avec une qualifiée dont on ne sait pas grand-chose. C'est vrai que si on suit la WWE uniquement, moi je l'ai pas du tout suivi à NXT, hein, donc c'est vrai que je connais pas beaucoup Raquel Rodriguez, et elle a pas eu beaucoup de moments ou de temps, je trouve, pour développer un petit peu son personnage. Elle a l'air de plutôt bien connectée pour le moment, j'ai l'impression. Elle a plutôt des bonnes réactions. Mais c'est vrai que là, comme ça, en l'état, elle est qualifiée au Money in the Bank, ok. Mais c'est vrai que je trouve que tout ça est un petit peu fadoche, comme beaucoup de choses qui se passent un petit peu avec les femmes hein, récemment. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de frissons ou d'intérêt pour ce qui s'est passé. Ouais, effectivement, c'était voilà, on a une bonne surprise avec bonne surprise, c'était peut-être Ça pas reste si une surprise sur surprenant le que ça. papier, parce que Baszler, ça reste une Oui, voilà. nana qui était un peu plus forcément pas un peu plus, hein, qui était plus établie,
dans le main roster, donc ça c'est sûr, mais bon, en même temps, Baszler, il se passait pas grand-chose pour elle depuis longtemps quand Ouais, même. malheureusement. Ouais. C'est ça qui est ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve qu'on écarte quand même des profils hmm, qu'on devrait. Voilà, qu'on devrait presque pas écarter, toi. Ne pas avoir Non, Shayna Baszler dans un programme, justement, comme celui de Money in the ouais. Bank. Ouais, je suis d'accord, mais c'est bon, c'est assez symptomatique aussi de la Ouais, façon. Ça dure depuis des années, hein, de la façon dont la différence de traitement, de booking, on va dire, entre les hommes et les femmes à la WWE. Et je trouve qu'on a beaucoup plus souvent ce sentiment un petit peu que les femmes sont un peu interchangeables et qu'on peut, tu sais, on peut se débarrasser d'elles un peu comme des vieilles chaussettes. Il ouais. y a pas de continuité dans leur statut, en quelque sorte. C'est-à-dire que Shayna Baszler, ça a quand même été une championne, une top de la division à un instant T. Hein. Elle est à des années-lumière de toutes les top women de la WWE, mais elle a été quand même, fut un temps, un profil assez élevé. Et puis bah là, hop, tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus présent chez les femmes que chez les hommes à WWE. Voilà, du jour au lendemain, c'est quasiment une jobbeuse, quoi. Et donc bah voilà, en fait c'était un petit peu ça ce qui s'est passé. C'était ce vendredi, c'était une jobbeuse pour une petite nouvelle qui en plus dont on ne sait pas en plus grand chose. Tu vois, c'était même pas comme si elle avait une fusée au cul, Raquel Rodriguez. Euh, donc je suis toujours assez surpris, en mal, hein, évidemment, mais assez surpris de ces bookings. Et je pense Ouais. qu'en plus, quand on parlera d'Euro après, j'aurai le temps de m'épancher encore plus là-dessus. Donc voilà. Ouais, c'est ça, moi, qui m'embête le plus, c'est que finalement, ce match entre une jeune rookie, enfin, une 3 rookie minutes en plus, et. hein. Ouais. Comment? C'est 3 minutes en plus, hein, c'était Ouais, voilà, expédié. c'est Hein. ça. Enfin, on en a fait un non-événement, alors que, bien, voilà, s'il se donnait un petit peu la peine de respecter, comme tu dis, un petit peu l'ordre des choses, bah, on aurait pu en faire quelque chose, un événement en soi, toi, d'avoir Rodriguez qui bat Shayna Baszler contre toute attente, parce qu'effectivement, Shayna Baszler, elle est impitoyable, elle est redoutable, elle est dangereuse à tout instant, quand bien même elle n'est pas effectivement tout en haut de la montagne. Toi, conserver dans cette mid-card qui n'existe pas, une menace, des catcheuses qui sont des menaces, et Ah oui, là, la menace, elle est ouais, voilà, et là c'était dans l'indifférence générale, bien abîmée, là. Ouais. et c'est vraiment dommage. En parlant d'indifférence générale, un peu plus tôt, il y avait une séquence avec Natalia qui a pris son micro et qui nous expliquait que le sharpshooter, c'était quand même la meilleure prise de soumission de tous les temps, et donc elle donne rendez-vous à Ronda Rousey, qui évidemment n'était pas là ce soir, hein, en parlant de. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ce match-là, ouais, c'est vrai. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, Ouais. voilà. Ronda Rousey, là, qui bah, tout simplement fait tout pour être un beau flop de cette année 2022, hein, n'en point douter. Je retourne là où on en était. On a eu Gunther, donc notre nouveau champion intercontinental, ton champion intercontinental, Oui. voilà, c'est le tien, c'est ton champion. Euh, on a une petite interview, ils sont voilà, il est accompagné de Ludwig Kaiser qui prend le micro parce que c'est lui l'homme de parole, l'homme des mots de Gunther. Il s'exprime bien, cette victoire était inévitable, le pauvre Ricochet était largement en dessous de Gunther qui s'inscrit donc dans cette lignée prestigieuse des anciens champions intercontinentaux. On fait un petit peu de name dropping. Voilà, le prestige du titre intercontinental sera restauré, remis en avant par le ring général. Et Gunther dit qu'il est le nouveau champion général. Voilà, longue vie à Gunther. Et puis tant mieux s'il arrive à tenir cette promesse, parce que c'est ni le premier ni le dernier à nous expliquer qu'il va remettre du prestige au titre intercontinental. Donc, bonne chance à lui dans ce projet ambitieux, tout simplement, de la mid-card. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors voilà, j'en attends évidemment plus, hein, sur les prochaines semaines, mais en tout cas, j'ai évidemment bien aimé ce changement de titre, hein, parce que Ricochet, bon, ça va 2 secondes, hein, mais donc là, voilà, là, on a du sérieux. Gunther en champion intercontinental, ça me plaît bien. Et puis, écoute, ça faisait. Ça se trouve, je vais être démenti par les faits, mais j'ai le sentiment que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le coup du grand méchant étranger qui capture le titre et qui détruit tout sur son passage. Moi,
c'est des schémas, on va dire, qui me plaisent bien, que je trouve assez efficaces. Quand c'est bien fait, pour le moment, c'est plutôt bien fait parce qu'en plus, contrairement à des peut-être des schémas qu'on aurait plus vus par le passé où le champion étranger, le grand méchant, il est accompagné d'un petit manager, d'un petit roquet à côté qui fait le boulot qui fait le boulot du micro pour lui. Là, c'est pas que ça. C'est-à-dire que Ludwig Kaiser, c'est aussi potentiellement un partenaire de tag team, c'est aussi un bon catcheur. Donc ça apporte une dynamique qui peut être assez intéressante pour la suite parce que ça ouvre la porte de feu d'A2, enfin voilà, d'autres dynamiques. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire, mais sur le papier, Gunther champion intercontinental qui casse tout, ça me plaît bien. Ricochet, c'était l'épitome de tout ce qui allait mal, ce qui va mal aux États-Unis, en Amérique. Oui, c'est vrai. Voilà, Exactement, voilà. Donc exactement. voilà, il a corrigé ça. Merci Il a Gunther raison. pour Ouais. ce que tu as fait. On arrive à notre main event, Giscal. Notre gros main event. Riddle versus Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Roman Reigns. Donc on est impatient de voir ce match ce soir et cette défense de titre. Attention, une stipulation toutefois, une stipulation dangereuse. Riddle, s'il perd, n'aura plus le droit de réclamer un match de championnat face à Roman Reigns. Donc c'est tout ou rien ce soir pour Riddle, pour le bro, qui va devoir donc affronter son plus grand défi depuis son arrivée à la WWE. Le match commence dans une belle ambiance. Le challenger qui va tout simplement nous proposer une belle partition d'underdog, là, finalement, hein, Riddle. On a droit notamment à un floating bro là, qui nous fait des tombées à 2,85. Alors, Roman Reigns, écoute Giscal, je pense que c'est le roi du nearfall. Il te fait des 2,89, des 2,85. C'est ce que je voulais te dire d'ailleurs, et je suis content que tu en parles. C'est même pas du 2,89, là, c'est du 2,99, c'est impressionnant. Hein, oui, mais justement, il a une petite marge. Alors, Tu vois, il arrive à très, aussi très entre fort. 2,85 et 2,99. Toi, il sait. Alors là, il est en train de se dire, ouais, là, vu le tempo du match, le momentum, est-ce que je fais un 2,85 ou un 2,99? Tu vois, quand même. Et le mec, il C'est réfléchit vrai, comme je suis ça. d'accord. Il arrive. Mais ouais, Il y a ouais. une petite gradation, en effet, parce qu'il est capable de sortir des 2,99 encore plus fous, comme sur le RKO après et tout. Donc, voilà. Ah ouais, ouais, non, c'était assez incroyable. Il y a un côté. Alors, on dit souvent que il n'a pas forcément sorti des grands matchs en termes catchesques ou je ne sais. Voilà, il y a parfois un peu de frustration chez certains suiveurs sur les matchs de Roman Reigns. Mais là, s'il y a bien un truc sur lequel moi j'accroche toujours, c'est ces nearfall. Roman Reigns, là, il maîtrise. Ouais. L'art du nearfall, c'est un art à part Il entière. ne faut pas sous-estimer. Ouais. Donc Riddle se défend comme un beau diable. Il sort évidemment un mélange entre son arsenal offensif et celui de Randy Orton, notamment pour monter son momentum, son comeback. Il est résistant. Il résiste d'ailleurs à un Superman Punch qui est contré et compte même inspire en un RKO. Et c'est là un 2,99 sur le RKO. C'est la grosse ambiance dans le Minnesota. Reigns qui donc l'attrape finalement le bro dans un magnifique spear en plein vol pour la victoire. 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns sur Riddle. À la surprise générale. À la surprise R générale. À la surprise générale, oui. Bon, ton avis sur le match avant qu'on parle de ce qui se passe de la suite. après, ouais. Non, écoute, très très bon match. Je me suis beaucoup amusé devant ce match. Alors, c'est pas. On a connu des matchs de titre. Enfin, on connaissait tous le résultat, c'est-à-dire que voilà, on savait évidemment, c'est un match de transition, Roman Reigns ne va pas perdre son titre, etc. Ça, c'est des matchs qui ont existé par dizaines, hein, par centaines par le passé, hein, des défenses de titre en weekly, un challenger valeureux, babyface qui s'attaque au champion heel et tout, on sait ce qui va se passer, mais bon, on regarde toujours avec plaisir ces matchs-là, parce que généralement ils sont bien fichus. Il y a toujours des moments de bravoure, des envolées, des belles nearfalls et tout.
Il y a certes eu des belles near falls. Je reproche peut-être. J'y ai jamais vraiment cru. Tu vois, je sais pas si. Tu sais, de temps en temps, il y a des matchs avec Rey Mysterio. Il y a eu des matchs euh, avec d'autres catcheurs dans des configurations similaires où tu te dis ah putain bien joué, tu vois, genre ah j'ai mordu, je me suis levé, tu vois, genre et j'ai pas eu ce petit truc. Il manquait peut-être pour faire de ce match vraiment Hmm. un super exercice de style. Au demeurant, voilà, il a fait le job. Riddle, c'est quand même un super catcheur. Roman Reigns a récité ses classiques et c'était très efficace. Joli main event de Weekly. Voilà. Si tu devais lui faire passer la barre des 4,5 ou des 4 étoiles, faudrait peut-être un petit peu plus, quoi. Ouais, c'est-à-dire Mais qu'il c'était cool. manque, tu sais, cette séquence. Toi, il a placé un RKO qui est, voilà, il s'en est relevé. Il y aurait peut-être une séquence avec un deuxième RKO, toi, Ouais, je sais pas, ouais, euh, un truc, une sorte de où là, tu séquence, dis, tu te dis, waouh, oh mais on y putain, va, en ça on l'a fait. jamais vu. Ouais, c'est genre ça on l'a jamais vu, c'est inédit, ça va peut-être passer quoi. Il manquait peut-être ça, là, c'était Roman peut-être Reigns, un petit toi, peu. vraiment, où Roman Reigns se fait enchaîner 1, 2, 3 et il perd Ouais, un c'est petit peu le ça. contrôle. Tu dis, waouh, Ouais, sur un malentendu, là, c'est peut-être en train de passer. il manquait peut-être une séquence de folie pour que ce soit vraiment très très cool, mais bon, voilà, c'était cool. Et j'aime bien parce que, encore une fois, hein, je fais écho à la promo du début de show, et puis on en reparlera peut-être sur l'Euro aussi après derrière. Il passe vraiment tous les moves de Randy Orton, Ouais. et je trouve que c'est assez rigolo à regarder. Et moi, je me dis, voilà, il va peut-être y avoir un truc. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines quand on avait fait un Raw ensemble avec cette promo, un Raw ou un SmackDown d'ailleurs, hein, je ne sais plus, mais cette promo de Riddle, voilà, qui disait Randy, c'est pas grave, tu reviendras quand tu seras prêt. On a perdu, mais c'est pas grave. Tu vois, ce discours un petit peu de loser que peut avoir Matt Riddle, que Mhm. n'aurait jamais Randy Orton, hein, que Non. clairement jamais il dirait un truc comme ça. Et tu vois, je l'imaginais devant sa télé à s'agacer, à se dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, je vais le défoncer. Et Et surtout, là, c'est chaque semaine hein, qu'il nous oui, fait tout ça. voilà. Et donc là, il rabâche un peu chaque semaine. Et en plus, maintenant, tu vois, il ajoute en plus des défaites qui font mal, hein, des défaites qui comptent en utilisant tout le moveset de Randy Orton. Tu vois, c'est vraiment le mec qui perd en plus en utilisant tous les moves de Randy Orton. Et je me dis, ça ouvre la porte vraiment à un truc cool parce que Randy Orton, voilà, c'est le Legend Killer, c'est la Vipère, c'est le mec qui va voir ça, il va se dire, mais c'est pas possible. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me ridiculiser à la télé, je peux rien faire. Il faut que je revienne et remettre les points sur l'I, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça encore une fois assez fun à suivre pour cette raison-là. Ouais, effectivement, c'est très intéressant pour l'écriture et la suite de Riddle. Là, on peut imaginer plein de choses, mais surtout ce qu'on peut. On n'a plus besoin d'imaginer dorénavant Bourgiscal, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est la prochaine rivalité. Qui va aller chercher Roman Reigns? Vu que le jeune top babyface a perdu, qui reste qui? Il reste Oui, plus qui? personne. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous dit Paul Heyman. Sauf qu'il reste quelqu'un qui est du coin en plus. Et oui, Eh oui. la musique de Brock Lesnar retentit. Il vient avec son chapeau. Brock Lesnar vient défier encore une dernière, peut-être pas, mais une nouvelle fois, Roman Reigns. Il lui tend la main. Roman Reigns hésite. Roman Reigns accepte la poignée de main. Il se sent en position de force hein, après avoir battu la bête à WrestleMania. Mais c'était un petit piège puisque il se fait étendre, sécher par Brock Lesnar. Et on nous annoncera donc plus tard, je sais plus si c'était entre les deux ou si c'était à Raw, vu qu'on analyse les deux, je suis un peu mélangé. Mais tout ça est programmé pour un match à SummerSlam, mon Brongiscal, dans un Last Man Standing match. Donc Et oui. une grosse stipulation pour ce type de catcheur. Et surtout, bah, encore un nouvel épisode. Un nouvel épisode entre Roman Reigns et Brock Ah Lesnar pour ouais, cet un été. nouvel épisode, on en est à combien là? 7, 8, 9. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 7, je crois que c'est 7. Ouais, c'est vrai que ça commence à ça commence à faire beaucoup. Alors j'avais vu des trucs assez drôles sur internet, des mèmes, des reprises un peu du segment. Bon alors déjà, soit dit en passant, énorme surprise, truc de fou, pop de dingue. Moi j'étais presque en train de couper le lecteur vidéo à la fin du match.
C'était bien foutu, encore une fois. Hein. Ils savent bien mettre en scène ces trucs-là. Tu vois, t'as Roman Reigns, voilà, il a taunté un peu le public. Il part avec tout son petit groupe. Il va passer sous la troisième corde et tout, là, pour partir. Et là, tu sais, toi, t'es presque en train de détourner la tête ou d'aller te barrer, faire autre chose. Et là, bam, tu sais, t'as la musique de Brock Lesnar qui te rappelle à l'ordre. Tu te dis, what the fuck? La réaction de Michael Cole et tout. Enfin, c'est. Bon, bref, voilà, c'est toujours des petits moments assez stylés. Hein. Mais après, voilà, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'était la réaction de Roman Reigns, parce que tu le voyais, il y avait je trouve qu'il y avait certains plans, il avait presque l'air blasé un peu dans son regard. Et du coup, ça a été détourné, en veux-tu, en voilà, sur Internet, parce que c'est vrai que c'est drôle, tu le vois presque quand il tend la main à Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar, donc l'induit, enfin le trompe, le berne, en essayant de lui tendre ouais, voilà, c'est la poignée de main. Quand il tend la main à Brock Lesnar, tu vois dans ses yeux, tu te dis putain, encore, not again, et tout. Donc c'est vrai que bon là, voilà, on y retourne encore une fois. Je sais pas quoi en penser. Je suis toujours partagé entre mon fanboyisme absolu, mon côté Marc qui me dit bon bah ouais, Roman Reigns contre Brock Lesnar, c'est quand même très efficace, hein, ça marche bien. Et en même temps, parce qu'il n'y a pas autre chose quand même à faire que ça, encore une fois. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Là, sur le moment, je suis un petit peu blasé, j'avoue. Ouais. Après, je sais que voilà, il reste encore 2 semaines pour Money in the Bank. Il va y avoir des promos, de ouf, il va y avoir des segments de gros mecs qui puent la testostérone et qui vont s'envoyer des énormes parpaings et ça va me hyper et tout parce qu'ils savent le faire et ça reste une affiche qui est énorme. Mais c'est vrai que c'est la flemme quoi. C'est encore une fois c'est un peu feignant quoi. Et ils sont dans une spirale t'as l'impression qu'ils n'arrivent pas à la briser quoi. À chaque fois qu'ils essayent de te vendre le truc, les 2-3 derniers affrontements entre les deux, c'était toujours tourné comme ça. C'était genre, voilà, cette fois, ils vont régler leur compte une bonne fois pour toutes. Et bah non, en fait, non, c'est un cycle sans fin. Ouais, bah, c'est un peu un magnifique désaveu aussi peut-être du roster en fait, hein, du Ouais, roster c'est ça. et du dernier étage du roster qui est Puis Roman dépeuplé. Reigns Hein. est tellement au-dessus, tu vois, genre, Ouais. que du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu sais que. Alors, en ce moment, il y a Seth Rollins, peut-être, mais c'est tout, tu vois, genre, il est dans le Money in the Bank et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu veux booker pour Roman Reigns? C'est aussi un petit peu ça le problème, quoi. Ouais. Ah oui, ils se sont retrouvés là-dedans. Donc effectivement, bah écoute, on aura peut-être finalement le match qu'on n'a pas vraiment eu à WrestleMania, où finalement le match avait duré 10 minutes. C'était finalement peut-être pas le plus gros match de tous les temps. Bah, peut-être que là, avec cette stipulation, on aura peut-être le plus gros match de tous les temps. Ça va envoyer ça va envoyer du bois à l'extérieur du ring, quoi. C'est sûr qu'en effet, d'une certaine manière, il y a peut-être moyen de voir des trucs assez inédits parce que j'ai pas l'historique de leur. Alors on se demandait est-ce que ça fait 7, 8, 9 matchs là qu'ils vont avoir fait ensemble. J'ai pas l'historique de. Alors j'ai un souvenir d'un steel cage match, je crois, entre les deux, il y a un petit moment. Mais le Last Man Standing, on l'avait jamais eu, et c'est vrai que quand même la vaste majorité, je crois, de leurs affrontements étaient sans stipulation. Ouais. Donc ouais, là, il y a peut-être moyen d'aller encore plus loin dans la violence, dans la brutalité, dans le côté impressionnant que peuvent proposer les deux. Voilà, on va pas se mentir, indéniablement, ce sera sans doute un match très impressionnant et très efficace, mais voilà, comme tu l'as dit, une sorte de désaveu. On a presque l'impression qu'ils n'ont pas le choix en fait que de ressortir Brock Lesnar tellement Ouais, ça, hein. tellement le reste du roster ne suit pas la cadence infernale de Roman Reigns est arrivé à un tel niveau qu'il est trop loin du reste en fait, c'est ça. Eh oui, voilà, ils ont fait du trop bon boulot avec lui. C'est exactement, c'est ça. Bon, bah allez, c'est l'heure du mot de la fin pour ce SmackDown. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode du show bleu, s'il te plaît.
Et ben écoute, je vais donner un solide 4 à ce show parce que Oh. ouais, on est passé finalement assez vite, mais c'est parce qu'on a plein de choses à dire. Mais on est passé assez vite, mais j'ai trouvé que c'était un show très efficace, très condensé. J'ai bien aimé l'opener avec le héros du local, Madcap Moss, et ce petit match qui mangeait pas de pain, qui était très sympa. Tout ce qui s'est passé avec Matt Riddle et le main event, j'ai trouvé ça très cool. Globalement, le catch était bon. On en a pas parlé, mais moi je continue à bien aimer l'angle avec Max Dupri aussi, qui me fait marrer ce gars-là. Je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, sur un show très très court, hormis les femmes et ce qualifier qui m'a pas transcendé, bah, j'ai trouvé que voilà, on avait un bon show pour aller vers Money in the Bank, avec deux nouveaux qualifiés aussi. Donc ouais, je mets un 4. J'ai passé un bon SmackDown et ce format court continue de toujours autant me satisfaire. Euh, donc c'était bien. Le top, bah écoute, le top, je vais le donner à ce bon vieux Matt Riddle qui m'a, entre sa promo d'intro, qui était quelques bien dans mes standards, parce que je l'apprécie pas trop, généralement, et puis ce match à la fin, même si voilà, on pourra regretter quelques manques de suspense. J'ai trouvé qu'il avait fait un super job. Donc je lui mets mon top sur cette émission. Et puis bah, mon flop, voilà, je me réétends pas sur la question, mais je le donnerai plus au match de qualifier Money in the Bank féminin qui n'accomplit rien et qui passe à côté de tout un tas d'opportunités manquées, je trouve, mais sans me surprendre, parce que c'est complètement dans la lignée de tout ce qu'on voit par ailleurs. Ok, bah écoute, moi je te rejoins complètement. J'ai pas forcément d'autres tops et d'autres flops. C'était un bon épisode, j'irai pas jusque 4. Je vais m'arrêter à 3,5. Ça manquait peut-être d'un autre match aussi. Et puis il y avait quand même. Ouais, peut-être, je suis un peu gentil, peut-être, je sais pas. Ouais, et puis il y avait bon, l'absence de Ronda Rousey, mais peut-être que c'est un top finalement, à force, ça va devenir un top, ça, le fait qu'elle soit pas là. Donc, toi, C'est si ça. je devais vraiment faire un top de salaud, je choisirais l'absence de Ronda Rousey. Et je m'arrête à 3,5. Bon, mon beau Giscard, direction, on voyage dans le temps. Nous sommes dorénavant lundi et Dans le nous sommes Nebraska, dans le Nebraska, à l'université. Voilà, on est sur le campus. c'est ça. Ça te rappelle voilà, la belle époque, les soirées, le beer pong, tout simplement, les concours de beer pong. Giscard était très fort aussi. Il était aussi fort qu'au concours de pronos. Il faisait d'ailleurs les Absolument. pronos sur les compétitions de beer pong. C'est comme ça qu'il a eu le déclic. Il s'est dit, ah, j'ai un talent. Je n'ai peut-être qu'un, mais c'est celui-là et je le connais, je le sais au moins. C'est le beer pong. Nous sommes donc le 20 juin dans le Nebraska et le show commence avec une mauvaise nouvelle, mon bon Giscard, puisque Ouais, bah, c'est la malédiction pour le Judgment Day, puisque Rhea Ripley est out. Elle n'est pas clear médicalement, comme on dit. Et donc le match pour Money in the Bank est annulé. Et tout ça, c'est Bianca Belair qui nous l'annonce. Elle vient sur une grosse pop. Et bah, il faut enchaîner, hein. Il faut trouver une solution de rechange, une solution de secours. Et la solution de secours, c'est tout simplement d'annoncer un fatal five-way. Alors on va devoir avoir à toutes les portes de saloon qu'on connaît bien, donc ils vont arriver. Donc les participantes de ce match sont Becky Lynch qui arrive et qui nous fait encore sa Becky Lynch complètement folle. Elle réclame des rematchs, elle dit qu'elle est mal utilisée et qu'elle est maltraitée. Ensuite, Asuka débarque en faisant ouin, t'as une grosse ouin toi, big time baby. on sait pas ce qu'elle a avec elle, mais. Ouais, Liv Morgan vient, bon, elle a pas grand chose à dire à part qu'elle a le fighting spirit, hein. Oui, oui, de toute façon, elle a que ça, elle. Ouais. Voilà. Carmella est là aussi. Carmella, donc, qui visiblement était absente depuis quelques semaines et qui est de retour. Et Alexa Bliss qui nous rappelle qu'elle a déjà gagné, je crois, la mallette. Et puis, elle nous fait. Alors, elle a sorti, je pense, la seule punchline que j'ai trouvée potable de la soirée. Quand elle a balancé. Carmela, est-ce que tu veux vraiment qu'on te qu'on te rappelle ce gars qui n'avait pas de menton, qui Ouais. t'a fait gagner la mallette pour toi il y a quelques années? Peut-être que cette fois-ci, tu arriveras enfin à la décrocher par toi-même. Donc ça, je trouvais ça plutôt sympa.
Et le match donc a lieu dans la foulée, mon bon Giscal. Un match que j'ai trouvé horrible à suivre au début en tout cas, qui a mis un temps fou à commencer et qui a souffert de paresse et de fainéantise. Puisque tout simplement on était dans un Fatal 5-Way, mais il n'y avait jamais plus de filles sur le ring pour se battre. Et que c'était ridicule. On a notamment une séquence, mais qui a été placée, mais n'importe comment, puisqu'elle aurait dû se passer un petit peu plus tard, une fois que le public était chaud, parce que le public était assez chaud, même si l'intro était assez longue, hein, cette promo. C'était long, en plus, quand tu demandes à une babyface de faire le Madame Loyale, toi, c'était un petit peu pénible. Le match, donc, il y a eu cette séquence entre Liv Morgan et Alexa Bliss, qui après avoir s'être débarrassé des autres, se sont retrouvées à s'affronter alors qu'elles sont dorénavant copines. Et ça s'est terminé quand elles font la boule, là. Tu sais, quand elles font la boule, qu'elles se roulent ensemble et qu'elles font des tombées de 1 seconde toutes les secondes. Alors ça peut être rigolo, tellement c'est ridicule, mais commencer par ça, waouh, c'était compliqué. c'était un petit peu Compliqué pour les deux équipes. Ouais. Donc voilà, on a eu des combinaisons d'opposants qui se sont mis sur la tronche. Sur la fin, c'était un petit peu plus créatif et un peu plus compétitif. Et puis finalement, une fausse surprise en ce qui me concerne avec la victoire de Carmella qui place un super kick dans la tête à Liv Morgan et qui obtient donc ce title shot. Et voilà comment on est passé de Rhea Ripley à Carmella pour Money in the Bank, mon bon Giscal. Oui. Oui. Bon bah écoute, c'était compliqué hein, ce début de Monday Night Raw. Ouais, bon, rien ne va hein, là-dedans. Hein, c'est pas compliqué. Il y a rien à sauver. C'est un naufrage. J'ai trouvé ce début de Raw avec. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu hein, ce coup de la promo porte de saloon là avec les filles qui arrivent une par une qui balancent leur punchline les yeux vides sans envie. Il y a que Alexa Bliss dans ces cas-là qui est forte hein, parce que bon c'est sûr que bon déjà elle avait sans doute le meilleur texte des 5 mais au-delà de ça bon tu sens que voilà c'est la seule qui se débrouille à peu près quoi. Bon, enfin si, il y a Becky Lynch évidemment, mais elle a rien dit. C'est la cata. Et puis en effet sur ces segments-là, comme tu l'as à juste titre souligné, avoir une Madame Loyale babyface, ça n'aide pas trop parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu mieux quand on a potentiellement moyen d'invectiver un petit peu les challengers, jouer titiller, lancer des pics et tout. D'ailleurs, sur toute cette promo, à chaque fois qu'elles arrivaient une par une, j'étais assez impressionné de voir que aucune d'entre elles n'avait, hormis Becky Lynch, qui était la toute première, donc elle avait personne d'autre à qui parler forcément, mais aucune d'entre elles n'avait de pic à adresser à la championne ou d'argument pour le titre. C'est-à-dire qu'elles arrivaient une par une et puis elles se trachaient les unes les autres. Et t'avais Bianca Belair à côté, tu te dis, écoutez, ouais, donc tu te demandes ce qu'elle foutait là. Le match était à chier, franchement. C'est dommage, hein, parce que des Fatal 4-Way, des Fatal 5-Way, ils savent faire généralement, même à l'improviste un petit peu, hein, parce que là, on va pas se mentir, hein, ça puait le match où elles ont appris le truc le matin même, hein, ou même le soir même en arrivant à l'arène. Hein. Parfois, tu te demandes, hein, parce que c'était tellement mal foutu, avec cette histoire de roll-up, jamais plus de 2 filles dans le ring quasiment, ce finish moisi. C'est vrai que tu te demandes même si elles ont pas les plans n'ont pas changé jusqu'à l'ouverture des portes du stade parce que c'est tellement ouf je trouve de proposer ça que tu en viens de te demander ça. Et puis après voilà tu vois, on prend même pas le temps. Est-ce qu'il fallait mettre ça en opener? Est-ce qu'on pouvait pas se garder ça peut-être en milieu de show avec des petites vignettes avant, des promos avant pour justifier peut-être, je sais pas, enfin faire un tout petit effort. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, Liv Morgan? Ça fait 5 semaines qu'elle perd tous ses matchs. Asuka et Becky Lynch, aucune justification. Pourquoi est-ce qu'elles sont réintégrées? Elles ont perdu en pay-per-view. Becky Lynch, elle perd quasiment toutes les semaines aussi depuis un petit moment. Elles ont rien à faire là. Alexa Bliss éventuellement, et encore, elle avait perdu. Enfin, en fait, c'était un match de loseuses. C'était que des perdantes des semaines précédentes qui s'affrontent leur pêchage. Ouais, tu vas aller chercher le mec perdu. Pour avoir quand même potentiellement le droit d'affronter la championne à Money in the Bank, hein, t'es top 4
Donc ok, c'est peut-être la faute à pas de chance que Rhea Ripley soit blessée et tout, mais bon, déjà on sait pas qu'est-ce qu'elle a. Moi je savais pas qu'elle était blessée. Il y avait eu des signes avant-coureurs. Non, non. Non. Bon, bref, Non, non. ok. Et puis au final, c'est celle qui était peut-être la plus disparue des radars qui gagne le match à la fin, parce que Carmella, c'est vrai qu'elle avait pas grand-chose pour elle depuis un petit moment, et donc elle se retrouve à gagner. Donc elle va, bon bah écoute, Bianca Belair donc va squasher Carmella à Money in the Bank, youpi. Alors j'avais dit sur le Discord, on avait discuté, c'est peut-être je sais pas quel est l'équivalent français, c'est Blessing in Disguise, mais si, c'est un mal pour un bien. Bah oui, voilà, un mal pour un bien. Il suffit de réfléchir 2 secondes et en fait on l'a. Mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que c'est vrai qu'on en avait parlé ensemble il y a quelques temps. Est-ce que Rhea Ripley était le bon choix? Est-ce qu'on se bouquait pas un petit peu dans une impasse avec ce match? Parce que bah voilà, Rhea Ripley, c'était peut-être un petit peu la partie la plus intéressante avec le plus de potentiel du Judgment Day. Donc l'envoyer tout de suite perdre, parce que elle ne gagnerait pas le titre contre Bianca Belair. L'envoyer tout de suite perdre, est-ce que c'était la bonne solution? Et en même temps, ça allait sans doute être un match pas très très clean, parce qu'il fallait la protéger. Donc donner une victoire pas très clean à Bianca Belair qui venait déjà d'avoir une victoire pas très clean à Hell in a Cell, est-ce que c'était aussi la bonne solution? Et est-ce qu'il fallait pas du coup envoyer plutôt une heel qu'on aurait plus de facilité à faire perdre? Est-ce que c'était pas la meilleure solution? Et donc moi j'avais pensé plutôt à Alexa Bliss. D'ailleurs moi je pensais clairement que c'était elle qui allait gagner, mais il faut croire que non, elle est peut-être plus sur la pente d'un face turn, donc c'est peut-être pas le moment. Donc en fait là on rentre un petit peu plus dans le scénario que j'imaginais, qui je pense est meilleur, Oui. est meilleur pour la suite. Voilà, Carmella, c'est Miss Money in the Bank, elle a un petit peu d'historique avec le pay-per-view, donc ça a du sens d'une certaine manière, et donc ça donnera une victoire à Bianca Belair qui est facile, qui est sans ambiguïté, donc c'est beaucoup plus facile à écrire, mais est-ce que ça vous écorcherait vraiment de passer juste peut-être sur un show de 3 heures, de consacrer juste peut-être 20 minutes étalé dans l'émission à booker un peu les participantes, faire un petit effort de cohérence pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, juste d'écrire quelque chose en fait. Tu vois, c'est juste, je demande pas grand-chose. Hein. Ouais. Non mais là ça ressemblait vraiment effectivement genre une annulation d'un artiste dans un festival en dernière minute, et puis t'as le pauvre gars qui demande rien à personne, qui a pas l'habitude de parler devant 15 000 personnes dans une arène, et qui fait oui alors ils seront pas là ce soir, puis c'est ouh, et le mec il se fait pourrir. Alors à la place j'ai fait venir les groupes, c'est des copains à moi, ils vont chanter à la place. Il se fait pourrir. Mais bon, c'est vrai qu'entre Bianca Belair, Carmella et Ronda Rousey, Natalia, la scène féminine ne sera pas à l'honneur, je pense, à Money in the Bank. Mais... Non, pas du tout. Ouais, là, franchement, c'était long et douloureux. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, ce match à Money in the Bank, il est mieux. Il est mieux que l'autre match. Oui, je pense qu'il est, dans l'absolu, il est mieux. Voilà, on va se consoler comme ça. Mais on va se consoler comme ça. Un qui doit se consoler, c'est Matt Riddle. Matt Riddle, oui. On le sait, hein, on en a parlé juste avant. Il a perdu. Bah écoute, il a perdu, mais il a tout donné. Il a balancé un des RKO les plus incroyables qu'il ait pu placer, mais ça n'a pas suffi. Voilà, on a droit. Alors je sais plus s'il y avait un package vidéo, si c'était là ou si c'était dans le SmackDown d'avant, évidemment, avec tout cette rivalité qu'il y avait eu avec la Bloodline. Oui, c'était là, il me semble. Ouais, c'est là, ouais, voilà, il nous fait une petite récap, voilà, de toute cette grosse rivalité qu'il y a eu entre lui, Randy Orton et la Bloodline. Mais voilà, ce qu'il veut faire maintenant, ses yeux sont sur la mallette de Money in the Bank qu'il veut cacher sur Roman Reigns et se venger tout simplement. Bah, il est pas con, le mec, il rebondit. Et bah oui, c'est ça. Sauf qu'il en place une sur Seth Rollins, on verra plus tard que ça a son importance. Et puis là que débarque Omos avec MVP alors qui pourrit. Voilà, Paul de Bac qui tient bien un micro. Il pourrit Riddle, il en place une, il commence à nous dire. Je sais plus pourquoi il parle de Snoop Dogg et de Wiz Khalifa, donc les rappeurs qui ont la tête dans les nuages, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je pense que c'est parce qu'ils sont réputés pour être des adeptes de l'herbe. Du vaping. Il vape. Voilà, du vaping, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il passe trop de temps avec eux, du coup, il est peut-être tellement dans la fumée qu'il est complètement déconnecté de la réalité. La réalité, c'est ce gros Nigérien qui se trouve sur le chemin de Riddle, parce que ce soir, il y a un match tout simplement qualificatif, il me semble. Hein, ouais, c'est ça, absolument. entre Omos et Riddle.
Et Riddle dit bah écoute, moi je vais te placer un RKO, puis tu vas voir ce qu'on va voir. Sauf que là, on se dit Riddle versus Omos. Riddle, je pense que voilà, tu vas vraiment, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Ouais, tu vas bouffer. Ouais. Écoute, j'ai trouvé ce match très bon, très bon. Peut-être Ouais. même un des meilleurs matchs d'Omos. Peut-être même un des meilleurs matchs d'Omos grâce à Riddle. Tout à fait d'accord. Ouais. Riddle, donc une fois de plus l'underdog, incroyable quand même, parce que le mec est quand même, il est grand, il est musclé, il est athlétique, voilà, c'est Mais pas. bon, tu sais, la WWE, le standard de l'homme moyen, c'est pas Matt Riddle. Hein. Ouais, vous tous qui nous écoutez, qui faites 1m80, vous êtes des nains, sachez-le. Ouais, c'est ça, exactement, sachez-le. Si vous êtes super baraque, mais que vous faites 1m80 et 85 kilos, vous êtes un mioche, quoi. Ouais. Voilà. Et on a tout simplement un Riddle qui va défendre son steak. Il va notamment mettre des gros coups sur Omos. À un moment donné, il va lui mettre un énorme coup de genou, la sauter, alors que l'autre, il était en train d'essayer de le choper, qui sonne un peu comme ça, Omos. Omos qui balance Riddle un peu à droite à gauche, mais c'est vraiment Riddle qui veut pas lâcher l'affaire. Ce coup de genou, là, franchement, il était magnifique. Il attaque Omos en courant dans tous les sens. Mais Omos le chope, et au moment où Riddle veut placer son floating bro, Omos le chope en l'air et le dépose. Ah non, c'est après le RKO. Donc Ouais. après, il y a aussi une tentative de RKO. Et là, il l'attrape. C'est le RK no, puisque Omos le chope, et c'était très bien foutu, hein, j'ai trouvé. Ouais, Et le gros slam là, pour la victoire, 1-2-3, et donc qualification d'Omos pour le Money in the Bank. Dit comme ça, on a l'impression que c'est un match 5 étoiles, mais sur Non, l'échelle en vrai, de Moss, oui. Non, c'était très très bien foutu, très efficace. Le David contre Goliath, avec un David virevoltant qui tente tout, qui sort tous les moves de son arsenal pour essayer de d'ébranler le géant, et ce RKO manqué à la fin qui encore une fois apporte de l'eau au moulin là, de cette histoire de il continue à perdre en utilisant tous les moves de Randy Orton, et là qui plus est c'est encore plus cinglant parce que c'est sur un RKO contré carrément. Donc là, c'est même voilà, un manque de maîtrise du move. Hein. Donc c'est la cata pour Matt Riddle. Non, mais c'était bien, hein, cette petite promo avant le show. Alors, j'ai pas trop pigé pourquoi ils l'ont pas gardé pour le prochain SmackDown, ce match, parce que Matt Riddle, ça reste une superstar de SmackDown, si je dis pas de bêtises, non? Ou alors je me gourre. À la fois, je sais plus, parce que le mec navigue entre SmackDown et Raw. Ouais, de toute façon, c'est vrai que de toute façon, il est tout le temps partout. Ouais, c'est vrai que, bon, à la limite, on va dire peu importe. Mais toujours est-il que voilà, je trouvais ça assez habile. Bon bah voilà, il clôture en quelque sorte, mais il la clôture pas vraiment. Mais voilà, il dit bon bah écoutez, j'ai perdu, voilà, ok. Donc cette voie-là, elle est fichue. Donc je vais aller dans le Money in the Bank et je vais me qualifier parce que certes, j'ai pas le droit à des title shots sur Roman Reigns tant qu'il est champion, mais rien ne m'empêche d'aller lui foutre un grand coup de mallette dans la tête. Même si faudrait voir si légalement, étant donné que dans les petites lignes des contrats, tout ça, machin, c'est le cash-in, ça reste le droit à un match pour le titre. Est-ce que ça te prive pas de ce droit-là? Je ne sais pas. Écoute, il faudra demander à Paul Heyman, qui est l'avocat et le conseil de Roman Reigns, s'il a quelque chose à dire là-dessus. Mais on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique là-dessus? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Très, très, très sympa. Matt Riddle continue son bout de chemin. C'est de plus en plus plaisant, je trouve. Il est en train de se créer sa petite place dans la carte qui est assez fun. Je continue à être surpris, toujours aussi surpris en mal ou en bien. Je sais pas, c'est assez ironique, je trouve, encore une fois, de faire une promo. Moi, je trouve ça très drôle, hein, la promo d'MVP où il charrie un petit peu Matt Riddle sur le fait qu'il est, il est dans la lune, il touche trop à la fumette et tout. Je trouve ça toujours assez bizarre à l'ère du politiquement correct et de la WWE kids friendly, côté en bourse, machin, Disney Plus et compagnie, là, d'avoir une sorte de mise au nu, de porter au nu comme ça un mec qui a un lifestyle a priori pas très très recommandable. Ça me faisait penser déjà à l'époque où t'avais CM Punk qui était straight edge et c'était lui le méchant face à un Jeff Hardy bourré, drogué qui assumait tout ça.
L'inversion des D'ailleurs, valeurs, hein, la ouais, c'est décadence ça. de la Ouais. civilisation. Big up à Jeff Hardy d'ailleurs, parce qu'on voit d'ailleurs que ce mode de vie lui réussit bien en ce moment, pour Ouais, ceux qui ouais. suivent, pour ceux qui suivent. Donc bon voilà, bon bref, ça c'était la petite aparté, parce que je trouve ça toujours assez bizarre et assez Il contradictoire en quand a des même. cartes sorties de prison, lui. Hein. Ouais, Le roi du Monopoly, Jeff Hardy. ouais, c'est ça exactement. Donc voilà, bon écoute, ça continue, c'est cool, et nouvel échec pour Matt Riddle qui va encore devoir rebondir et on se demande comment maintenant. Ouais. Eh ben, on le sait, puisque il se retrouve attaqué après par Seth Rollins, tout Et simplement, oui, et donc une nouvelle rivalité déjà qui s'écrit pour le ça y babyface. est, Eh oui, déjà, donc et oui. Seth Rollins qui débarque et qui donc attaque et qui met un stomp, il me semble, à Riddle pour faire bonne mesure. Trump avec ses jolis petits mocassins blancs là. Ouais. Ah oui, oui, magnifique, magnifique. Et donc, bah, une belle rivalité là pour les deux hommes. Voilà, de toute façon, toujours une belle rivalité quand t'as Seth Rollins. Oui, c'est ça, on va Qui, voir comment on va vivre cette rivalité, parce que Seth Rollins est dans le Money in the Bank, donc a priori, il va être occupé sur les 2 prochaines semaines avec ce Money in the Bank, mais maintenant qu'il s'est attaqué à Riddle, est-ce qu'il s'est pas mis une épine dans le pied? On va Ah bah voir. complètement, complètement. C'est même une petite, c'est plutôt bien vu parce que ça peut laisser un micro espoir de voir Riddle rejoindre le Money in the Bank, Eh ouais, puisqu'il peut-être. se retrouve collé au cul d'un mec qui est déjà Mhm. qualifié et qui a un ego tellement surdimensionné qu'il serait capable de mettre une Il serait capable de stipulation. remettre son spot en jeu. Mais oui, Exactement. C'est ça, exactement. c'est Ah, c'est gros. fou, comme quoi, quand on veut écrire des choses pour les qualifications de Money in the Bank, on peut le faire, c'est incroyable quand même. Ah ouais, bah oui, oui, finalement, à se demander. Hein. Effectivement. Un autre chouchou de Ketchup est là, c'est Theory, qui vient et qui nous explique qu'il n'avait pas fini de nous montrer tout ce qu'il avait dans son sac musclé de ce plus jeune champion des États-Unis. Donc il vient et donc il reprend des poses voilà, qui sont en fait les mêmes poses qu'il a fait la dernière fois. Il lui a rien proposé de très différent. Il est sur son petit piédestal. Alors, il a son micro et puis il va nous faire une grosse promo. Hein. Pareil, voilà, il est encore perfectible, mais Theory au micro, ça commence à devenir plutôt bon. Voilà, il écoute la foule Très très bon. Ouais. au niveau du tempo. Voilà, ça s'aiguise pas mal. Il en place 2-3 à ton Johnny. Hein. Ton Johnny, il est en place Oui. 2-3. Il nous dit que his time is up, my time is now. Il en place 2-3 comme ça que tu as peut-être noté pour John Cena. L'appel est lancé à Johnny qui viendra la semaine Ah, prochaine. ouais. L'appel est bien lancé, hein. Je vois que tu avais senti le coup venir, hein, il y a quelques semaines. Oh oui, Tu t'en avais parlé, tu t'es dit ce serait une bonne idée, tout ça. Ouais, c'est. Ah, ah on y oui, va oui, tout oui. droit, hein. On y va tout droit. Et puis il se fait. Au moment où il fait sa dernière pause, comme ça, on a le cadre très serré sur Theory. Et là, on entend la foule qui commence à faire oh, il se passe quelque chose. Et là, on a la tête de Lashley qui apparaît juste derrière, qui regarde pendant que l'autre est en train de poser. Il fait pas attention. Et puis là, il sort son téléphone pour prendre un selfie. Et là, il dit bah, qu'est-ce que. Le selfie détecte un second visage sur la fonctionnalité photo du téléphone et quand il se retourne, eh ben Lashley l'attaque, il lui balance donc de l'huile pour bébé dans les yeux comme il avait subi la semaine dernière et il lui place un spear pour bonne mesure. Et puis voilà, plus tard il se retrouve en backstage, je crois. Il lui dit que il lui prépare si Lashley veut avoir un title shot, il lui lance un défi. Ce défi, ce sera tout simplement un gauntlet match. Un gauntlet match, tout simplement, pour ce soir. D'ailleurs, cette histoire de gauntlet match me fait penser, je reviens, on va pas y passer longtemps, mais je m'étais dit pendant le match des filles, le Fatal 5-Way, qu'elles auraient dû faire un gauntlet match, finalement. Ça aurait Eh ben été, ça pourquoi aurait été, pas. ça aurait été Oui, plus. Vu oui. qu'elles se retrouvaient toujours à deux, elles auraient pu faire ça. Oui. Mais bon, le gauntlet match, c'était déjà pris pour ce soir. Pour des choses plus importantes. Oui, Ouais. exactement. Non, bah avant de parler de ce Gauntlet match, super, excellent segment, j'ai trouvé. C'est pas facile hein, d'arriver je trouve. Enfin après voilà, moi j'ai kiffé, mais c'est pas facile de réussir, je trouve, à faire un bon segment en faisant une quasi redite hein, de ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc Ouais. c'est quand même assez fort. Ouais, théorie, plus les semaines passent et plus ouais, ça sent le charisme, ça sent le mec qui est vraiment dans le moule.
WWE, il est vraiment bon. C'est tout, voilà, il y a toujours des petits trucs à affiner dans ses promos. Je trouve que parfois il enchaîne un petit peu trop vite. Tu sens qu'il est, il a tout son texte dans la tête. Il passe de la punchline A à la punchline B un petit peu sans trop respirer, sans faire participer le public. Ouais. Mais globalement, voilà, tu vois, il a la gueule, il a l'attitude, il a l'intonation, il a les mimiques, et son petit segment tout seul dans le ring, là, à faire des poses de muscu et à tracher le public, faut le faire quand même, hein, à son âge et tout. C'est bien d'arriver à meubler un segment comme ça tout seul. Donc c'était vraiment bien. Le coup du selfie était très rigolo là. D'un seul coup, il se rend compte qu'il a Lashley dans le dos. C'était vraiment marrant. Le petit passage après derrière backstage où il arrive, il est là tout en train de s'essuyer le visage et tout, il y a un interviewer qui lui tombe dessus et j'ai trouvé ça super drôle, la petite réplique qu'il lui fait, mais putain, mais c'est incroyable, vous êtes caché, vous vous cachez où pour nous tomber dessus toujours dans les couloirs comme ça, vous nous attendez, c'est pas possible et tout. Donc voilà, il y a tout un tas de petites choses qui font qu'en ce moment les segments avec Theory sont, je trouve, très divertissants. Et puis bah voilà, il y a une vraie feud qui se dessine pour le titre pour le titre intercontinental. C'est un lapsus parce que c'est vrai qu'il se passe aussi des choses enfin pour le titre intercontinental, mais Incroyable. il y a une vraie feud qui se dessine pour le titre US. Il y a un petit jeune qui est en train de monter, qui est en train de faire son trou, c'est cool à suivre. Donc voilà, putain, ça fait enfin plaisir après 2-3 mois de vache maigre reprochés à juste titre sur les ceintures secondaires. Qui était juste tout simplement pas sur les bonnes personnes, c'est tout. Et ben là, voilà, enfin, on se marre un petit peu, quoi. Ouais. Bon, écoute, si tu veux bien, on va sauter directement à ce défi qui attendait Bobby Lashley. Hein, il devait donc gagner 3 fois ce soir. Et le premier défi, le premier homme qu'il va devoir affronter, c'est tout simplement Gable, hein, de la Alpha Academy. Écoute, ce match était... alors, je sais pas trop quoi en penser pour ce match. Puisque Gable a donné du fil à retordre finalement à Bobby Lashley. Alors c'est 2 anciens lutteurs, donc j'ai trouvé que la rivalité, enfin le duel était plutôt bien trouvé. Mais bon, je sais pas, tu me diras ce que tu en as pensé, mais le fait qu'il résiste autant finalement, Gable, alors c'était intéressant parce que ça nous a proposé un super match entre les deux, avec beaucoup l'aspect très technique. Gable, c'est notamment a réussi à s'échapper de plusieurs prises de Bobby Lashley, notamment son Hurtlock. Alors je réfléchis, bah non, parce qu'il avait pas. Ça aurait été rigolo qu'il mette de l'huile pour bébé, peut-être, toi, pour réussir à se glisser du Hurtlock. Mais on a eu un match hyper technique entre les deux. Finalement, bon, Bobby Lashley parvient à le battre. Et il doit en plus enchaîner derrière avec Otis. Otis qui aussi va pas mal résister à Bobby Lashley. Alors, pas mal de bons échanges entre les deux hommes. Alors, c'est comme un beau bébé, hein, Otis. Et puis, mais à la fin, il se fait plier. Alors, c'était le Hurtlock pour Gable et c'était le Spear pour Otis. 1, 2, 3. Donc, victoire des deux suite à un... Ah non, il y a un DQ en fait. C'est Gable qui intervient en fait, juste après le Spear, pendant le tombé. Et donc, ça provoque la disqualification et donc la défaite d'Otis face à Bobby Lashley. Un match qui était assez long. Et le troisième homme, je sais pas si tu as pensé à lui. Moi, je pensais aux Miz, mais en fait, non. Et non, c'est tout simplement Theory lui-même qui vient finir le boulot, puisque les deux, l'Alpha Academy passe à tabac Bobby Lashley, donc ils ont fait le sale boulot, mais ça va pas suffire, mon Jessica. Theory va se faire avoir comme un bleu, puisqu'il va se faire avoir sur un petit roll-up, un petit paquet de la part de Bobby Lashley. Et donc, c'était donc les 3 travaux de Bobby Lashley réussis. Le match aura lieu à Money in the Bank. Bobby Lashley affrontera Theory pour le titre US. Jusqu'à là. Et oui. Oui. Bah écoute, alors bonne nouvelle déjà. Voilà, ça c'est bon, c'est acté, c'est dans la boîte. Donc maintenant ils auront 2 semaines pour nous faire encore quelques petits segments bien fun, comme on a pu voir cette semaine. Sur le match, bah il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a du bon et même il y a du mauvais, je trouve. Il y a des... le bon, c'est que, écoute, j'aime bien les gauntlet match pour les babyface comme ça, pour essayer d'aller chercher un match pour le titre, le champion qui refuse et tout. Il lui impose une épreuve a priori insurmontable. Voilà, bon, on est dans de la narration très classique, mais qui est toujours très efficace.
Toujours, normalement, on est toujours un petit peu dans la gradation des adversaires. Donc, passer de Chad Gable à Otis, voilà, c'est toujours visuellement, c'est toujours assez efficace. Même si du coup, on pourra reprocher peut-être qu'en effet, Chad Gable est résisté un petit peu longtemps quand même à un Bobby Lashley qui du coup était tout frais. Donc c'est vrai que de voir un match serré entre les deux en début de gauntlet est peut-être un petit peu disproportionné, on va dire. Mais bon, écoute, ça c'est relativement mineur. Ensuite, l'enchaînement avec Otis derrière était très efficace, hein, choc. Les deux Golgoth qui s'emplâtrent, ça marche bien. Et après, il y a le choix du troisième, en effet, qui alors là, pour le coup, me chiffonne un peu plus. Il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà, c'est intéressant d'un point de vue de développement du personnage, de théorie, hein, qui est d'une certaine manière trop un peu trop jeune et un peu trop inexpérimenté, c'est-à-dire qu'il est fougueux, il est sûr de lui, donc il veut lui-même finir le boulot tout en se donnant un avantage quand même en arrivant en troisième parce qu'il est heal, donc d'une certaine manière ça s'entend, tu vas se dire allez maintenant je vais en profiter, il est crevé, je vais aller me régaler et en plus c'est moi qui vais le priver de son title shot, je vais le faire moi-même, ça colle bien à son personnage. Et d'une certaine manière, et puis ça montre que voilà, peut-être son inexpérience aussi de s'exposer à ce type de déconvenu, finalement. Donc c'est pas si con que ça. Par contre, le mauvais, c'est que j'aime pas, et ils le font tout le temps, et c'est très agaçant, je trouve, bah voilà, que ce soit toujours cette manie de donner un title shot à un challenger en le faisant gagner contre le champion. C'est-à-dire que voilà, faut gagner 2 fois contre le champion pour être champion, en fait, en quelque sorte. C'est quasiment toujours comme ça. C'est très très vrai pour les titres par équipe, mais c'est souvent vrai pour les titres secondaires. C'est-à-dire que voilà, il faut, c'est toujours comme ça, un booking alambiqué, un roll-up, parce qu'on va pas non plus le faire perdre non plus tout clean, quoi, hein. Donc voilà, on fait perdre le champion, on lui casse un peu son momentum pour donner le title shot au challenger. Ça, j'aime pas. Voilà, je pense qu'ils auraient pu trouver un troisième adversaire, ou alors faire un match à handicap, tu vois, genre Gable et Otis en même temps contre Lashley, histoire de vraiment donner un gros avantage à l'opposition. Mais ouais, il y avait une petite fausse note là-dedans, même si, voilà, je te dis, je trouve que il y a quand même à sauver peut-être le développement un peu du personnage de théorie là-dedans, qui c'est pas si débile que ça de l'avoir fait faire ça, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. D'un point de vue storyline des personnages, c'est très bien d'avoir fait ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Finalement, c'est encore un first contender match contre le champion déguisé, quoi. Ah, c'est ça. Effectivement. Ouais. Donc, d'un point de vue booking, nous spectateurs, enfin, quand on analyse, on se dit, ouais, effectivement, on peut se dire, ah, encore, il nous faut encore le coup. Bon, après, moi, ça m'embête pas parce que c'est d'un point de vue storyline, d'un point de vue personnage, c'était le bon choix, donc je suis pas tant embêté. Je trouve que ce qui était un peu plus embêtant, c'était que Bobby Lashley, enfin, la résistance de Gable face à Bobby Lashley, qui certes nous offre un match compétitif, mais d'un point de vue graduel, c'était un petit peu étrange. Tu l'as dit, il était tout frais, l'autre, c'est pas comme s'il venait de se faire passer à tabac avant, donc c'était un petit peu étrange. C'est bien pour Gable, mais j'aurais aimé que Bobby Lashley peut-être roule sur le premier, ou toi qu'on nous envoie peut-être un petit peu de low card. Donc finalement c'était un gauntlet match un petit peu presque inversé. Enfin, c'est assez bizarre. Ouais, c'est vrai. Donc disons que le coup de la stratégie n'a pas été payante pour Theory, et voilà, il se retrouve Non. donc à devoir défendre son titre à Money in the Bank. Retour en arrière, puisque tu parlais là de la division tag team, et ben on y a droit à moitié, puisque Jey Uso a affronté Angelo Dawkins. On sait qu'ils vont s'affronter, les deux équipes vont s'affronter à Money in the Bank pour le titre unifié. En tout cas, oui, unifié, on peut dire ça, tout à fait, c'est unifié, Oui, c'est ça. de la division tag team. Et donc on a Dawkins qui affronte donc main event Jey Uso dans un match qui a vu Dawkins plutôt pas mal briller face à l'ancien bras droit de la tête de la table, hein, avant que les réconciliations familiales ne se mettent en place. Ça s'est terminé tout simplement avec Jay qui a fait un saut là depuis la troisième corde, depuis le turnbuckle, mais il s'est fait attraper comme un bleu et il s'est fait bouffer le tombé là, 1, 2, 3, et donc une petite victoire là solo pour l'équipe qui en a besoin, un petit momentum avant leur match à Money in the Bank. Donc voilà, du booking classique quoi dans la division tag team.
Exactement, voilà, du booking classique. L'affiche est déjà scellée, donc on croise un peu les affiches pour histoire de pas épuiser trop on va pas les faire catcher les 2 contre 2 avant le pay-per-view, hein, donc forcément, voilà, on fait des matchs croisés en solo. Bon, voilà, ça s'est vu 100 fois, ça mange pas de pain, c'est efficace, le match était bon. On continue à faire monter un petit peu la sauce entre les 2 équipes. Moi, j'aimerais, bon, je pense qu'il reste encore 2 semaines, donc ils la gardent peut-être pour un petit peu plus proche du pay-per-view, mais une petite passe d'armes au micro. Un petit peu, les 2 équipes en sont capables, hein, c'est des bons trash talkers des 2 côtés. J'ai envie de voir un petit peu à l'époque de ce qui se faisait New Day, le New Day quand ils étaient contre Uso 8 fois, 10 fois par an. Il y avait souvent des promos assez épiques pour nous donner très très envie de voir le match. Je pense qu'ils en sont capables. En plus, les Street Profits, c'est assez marrant. Je m'étais fait la réflexion pendant le show parce que je crois qu'un petit peu plus tôt, je me demande si c'était pas en début d'émission ou alors peut-être avant ce match, mais il y a eu une petite vignette, je crois, des Street Profits backstage qui hypait un peu, qui donnait le programme de l'émission, qui disait ouais, ce soir on va avoir ci, on va avoir ça, et puis Je on crois va que c'était à SmackDown, Sagiscal, il me semble. c'était à SmackDown. Je me demande si c'était pas à SmackDown. Ah, t'as peut-être raison. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à cette petite vignette, c'est que justement, je trouve que d'une certaine manière, il glisse un petit peu dans le rôle qu'avait le New Day à l'époque. Qui était, en fait, c'était les hype men un peu de la Fédé, c'est-à-dire que les mecs sont super over, ils parlent bien, ils sont ultra énergiques, et donc en fait, on s'en sert un peu dans tous les sens dès qu'on a besoin d'annoncer des trucs ou de faire des promos hype, même quand ça les concerne pas. Le New Day en était assez coutumier. Tu avais Xavier Woods, Biggie et Kofi Kingston qui parfois faisaient des segments de pub en backstage ou alors donnaient le programme du main event en disant voilà, tonight, machin. Donc là, ils refont un petit peu pareil. Donc tu sens quand même c'est une marque de confiance qui est assez forte et je leur souhaite le même succès que le New Day. Mais voilà, c'est des petits détails qui font que tu sens qu'ils commencent à être bien établis. Et puis c'est mérité parce que moi je trouve que c'est une équipe qui est vraiment très très fun à suivre. Donc j'ai hâte de voir leur match à Money in the Bank qui va sans doute être très 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 sympa. Donc voilà, bon, écoute, cette semaine ça mangeait pas de pain, mais il y avait place à d'autres segments, quoi. On parlait de concerts et de salles remplies à 15, 20 000, 30 000 spectateurs. Ce soir, on avait un concert annoncé. C'était, je l'avais dit la semaine dernière, la raison pour laquelle j'avais envie de voir ce Monday Night Raw. Et donc, j'ai regardé ce Monday Night Raw et je me suis donc retrouvé face à ce concert qui s'est annoncé. Mais surtout avant, c'est l'heure des retrouvailles fraternelles, mon bon Giscal, entre Ezekiel et Elias qui se retrouvent sur un même et unique canapé. Et oui, donc les 2 hommes existent en même temps dans le même univers, Ezekiel et Elias. Donc c'est des retrouvailles, on sent qu'il y a une complicité entre les deux, voilà, des frères qui se trouvent, qui se séparent, qui se retrouvent. Ça fait plaisir de se voir. Donc Elias est là, toujours aussi barbu, hein, et Ezekiel est là, toujours aussi imberbe, ou en tout cas bien rasé de près. Zik qui dit voilà, j'entends la foule, ça fait plaisir. Elias est content, il est fier d'avoir un concert ce soir au Nebraska. Tout le monde va se souvenir ce que la WWE signifie, hein. WWE stand for Walk with Elias. Donc le public entonne et chantonne cette célèbre réplique. Et puis voilà, les parents seront fiers, papa et maman seront fiers ce soir pour nous regarder tous les deux. C'est beau. C'est magnifique. Belle fraternité. Et le concert commence. Ah oui. Et petite chanson ce soir qui est dédiée, je crois, à son frangin. Elias dédie cette chanson à son frangin. Mais Kevin Owens intervient et il est pas content. Il dit mais c'est pas possible, on va pas faire ça. Non, arrêtons ce mensonge, cette mascarade là, face à tout le monde. On est bien au courant. Elias, c'est un menteur. T'es un menteur sans aucune intégrité. Les gens de Nebraska ils sont peut-être pas, ils sont teubés, mais moi je suis canadien français, monsieur. Je suis aussi intelligent que ça en a l'air. T'es un gros menteur, vous êtes la même personne, toi et ton frère. Là, cette vidéo qu'on a vue, là, c'est un montage, c'est des effets spéciaux. Voilà, je suis allé au ciné, j'ai vu un tyrannosaure voler sur un hélicoptère la semaine dernière. Je sais ce que Hollywood peut produire. Et là, Ezekiel apparaît sur le Titantron, donc c'est impossible. Donc il y a effectivement 2 personnes, il y a 2 frangins, sinon Ezekiel ne pourrait pas être sur l'écran alors qu'Elias est sur le ring.
Et l'autre, il lui dit, bah écoute, c'est la vérité, il faut accepter. Et puis va-t'en, et voilà, Elias, je te souhaite un bon concert. Et là, il se dit, bah merci mon frère. L'autre, il dit, bah de rien, mon frère. Et donc, Elias commence à chanter une chanson, et la chanson s'appelle KO is a liar. Kevin Owens est un menteur. La foule participe à la chanson. Owens chope la guitare. Et il se prend un gros coup de genou d'Elias. Elias chope une autre guitare, la première ayant été brisée par le Canadien français, le Franco-Canadien. Elias donc casse la guitare sur le dos meurtri de Kevin Owens, qu'on retrouvera backstage, voilà, qui traîne la patte. Il a le dos brisé là par ce coup. Et il dit, il croise encore un intervieweur, ces fameux journalistes qui sont cachés partout. Et il dit que ça soit Ezekiel, que ça soit Elias ou leur jeune frère là, Elrod, je m'en fous, envoyez-moi, la semaine prochaine, je m'en occupe. Et là, Ezekiel apparaît, et donc c'est preuve, s'il en fallait une, que Ezekiel et Elias sont bien deux personnes différentes. Et Owens du coup, est totalement confus quand Ezekiel accepte le défi de Kevin Owens pour la semaine prochaine. Que d'émotions. Et puis moi j'ai beaucoup d'empathie pour le pauvre Kevin Owens qui envoie de toutes les couleurs là. Je pense mentalement il est très fort parce que j'en connais plus d'un qui serait déjà à l'hôpital psychiatrique. Ouais, en effet. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, franchement. Ce segment, j'étais mort de rire du début à la fin. Moi, je suis, voilà, hein, on le sait, hein, on en a déjà parlé pas mal de fois ensemble sur les weekly. Je suis complètement fan de cette storyline. Je me demande même si nous n'avons pas face à nous la storyline de l'année déjà. Je m'éclate. J'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. Donc bah voilà, maintenant il n'y a plus de doute possible, hein. Ce sont deux personnes différentes. On en a la confirmation. Kevin Owens est un menteur et est complètement dans le déni, le plus total. Donc bah non, écoute, c'était très drôle, c'était bien fait. C'est toujours ce juste équilibre qui fait le succès de ces segments dans les shows de catch entre le ridicule et l'ultra sérieux. Voilà, je me suis éclaté. J'ai très très hâte de savoir s'ils vont pousser le bouchon encore plus loin la semaine prochaine, parce que je sais pas si tu as vu le visuel qui a été tweeté par la WWE, mais donc la semaine prochaine ils ont annoncé un match, c'est Kevin Owens contre Elias, Ezekiel ou Elrod avec une silhouette noire à la place. Et donc il y a moyen d'aller encore plus loin dans le délire, quoi. Enfin ça peut être absolument dingue. Donc bah voilà, écoute, ça continue. C'est même plus juste le petit bonbon que j'attends tous les lundis. Là, c'est en train de devenir le segment qui m'obnubile de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, quoi. C'est vraiment. Donc j'ai adoré. Ouais, bah écoute, je me joins à tes louanges. C'est vrai que j'ai pas été déçu, hein. C'était le segment là, que j'attendais aussi pour ce Monday Night Raw. Et comme tu l'as dit, c'est tout simplement une des rivalités les plus rafraîchissantes et les plus divertissantes, hein. On veut être diverti, hein. C'est bien beau là, la lutte entre les cornes, mais on veut être diverti. C'est quand même 3 heures de show. Faut qu'on rigole. Il faut qu'il y ait de l'humour, de l'amour, des rires, des pleurs, des larmes, de la joie, de la peine, et puis l'amour fraternel, quoi. Hein, l'amour fraternel. Et puis ils sont combien de frangins encore? 1, 2, 3, mais peut-être qu'ils sont 8, 10, on ne sait pas. Donc peut-être l'apparition d'Elrod la semaine prochaine. Un autre segment bien connu des auditeurs, des spectateurs, c'est le Miss TV. Et ce soir, Miss TV, l'invité est tout simplement AJ Styles. Alors voilà, on parle des problèmes avec Edge, son alliance avec Finn Balor. Bon voilà, AJ Styles, ça va, ça vient. Et Miz commence à lui placer quelques taquets. On joue sur le public, hein, parce que c'est un public universitaire, c'est des étudiants qui sont là ce soir. On parle de college football, c'est le Cornhusker Country, donc on parle de maïs, et puis du coup on dit bah voilà, toi Miss, t'as tes coucougnettes, on dirait des boules de popcorn. Donc ça vole pas très haut, mais bon, hein, c'est le public à 20 ans ce soir, donc ça rigole, s'envoie des catchphrases ridicules. Et puis à la fin, AJ finit par attaquer Miz, mais il va le regretter aussitôt parce que AJ se fait attaquer par Ciampa. Et donc un match est booké entre les deux, entre AJ Styles et Ciampa.
Un match voilà, sans intérêt particulier qui va voir la victoire de AJ Styles qui en plus derrière va placer un Styles Clash sur le Miz pour faire bonne mesure. Et voilà, une rivalité nouvelle qui s'inscrit pour AJ Styles et le Miz. Enfin, je crois, j'imagine, je suppose. Bah, écoute, ouais, faut croire, en effet. Ouais, écoute, là, pour le coup, c'est vrai on était pas mal redescendu Ouais, d'intensité, intensité humoriste. Bon, alors après, voilà, hein, moi j'ai personnellement le fil rouge sur les petites testicules, les petits testicules du Miz me fait bien rire, moi personnellement. Moi, l'humour grivois. oui. Me plaît beaucoup, hein. Donc c'est vrai que j'ai été très client de cette petite passe d'armes. Voilà. Après, au demeurant, bon, écoute, le truc dont je suis moins fan, c'est un petit peu le personnage d'AJ Styles, où j'ai l'impression que sa feud avec Edge et a des années-lumière derrière lui. En fait, on Ah ouais. a appuyé, on a un petit peu appuyé sur le bouton reset. C'est comme si, tu vois, il y avait un petit switch derrière la nuque d'AJ Styles et hop, t'appuies sur un petit reset et hop, ça redevient le AJ Styles tout sourire, tu sais, et ça va encore finir avec une promo où ouais, je veux voir le Pitbull, je veux voir AJ Styles, le Bulldog, je veux voir le vrai AJ Styles, le old school et tout. Genre, et puis hop, il va se réénerver et puis ils vont refaire un match, un match de pay-per-view. Comme ce qui s'était passé avec Edge, comme ce qui s'était passé plein de fois déjà avec AJ Styles par le passé, avec Seth Rollins, avec d'autres. Donc c'est le truc qui me chiffonne un peu parce qu'après sinon, écoute, le segment était plutôt drôle et assez inoffensif. Mais ouais, AJ Styles, il est en mode pilote auto là, ça y est, hein, Ah oui. ouais, il est peinard, hein, Ouais, ouais. mode cruise. Ouais, il est en cruise control. Ouais, c'est ça. Il Ouais, touche à peine le volant, un petit coup à gauche, un petit coup ouais, à hop, droite. voilà, Mais, allez. mais sinon, ça avance tout seul. Ouais, je te rejoins complètement. Là. Il y a eu un petit reset là sur ce AJ Styles qui, à nouveau, un babyface qui est content de perdre, tout simplement. Voilà, c'est ça, content, content. Moi, je perds, mais je suis content. Ah. Ouais. Bon, là, il a gagné, hein, mais ouais. Oui, mais bon, il va reperdre derrière et puis il sera encore content. Ouais, ouais. Il n'y a plus rien qui le touche, il est juste là, content d'être là, voilà. Et de toute façon, à la fin, tu sais, on va tous mourir, donc moi je profite de la vie. Ouais, c'est. Ce qu'elle me donne, des Ouais, victoires, des défaites. ouais, relativisé. Bon, je passe sur la petite promo de Virman, le lion, la Oui. sauvage qui nous promet la destruction, et on attaque directement, et finalement, à ce dernier match, le main event, un match de qualif promis par Adam Pearce à Becky Lynch, qui affronte donc Asuka ce soir pour une place dans le Money in the Bank. Les deux filles se connaissent bien, donc un match solide, compétitif entre les deux, voilà, on essaye de placer des désarmeurs. On se met des gros coups de pied, là, Asuka qui balance des gros coups de pied à Becky Lynch. On a ensuite des Messi dropkick pour le compte de 2. Tentative de powerbomb. Et puis Asuka qui, à un moment donné, va placer un énorme kick dans la tête de Becky Lynch qui ne reverra plus la lumière. 1, 2, 3. Victoire d'Asuka qui donc rejoint le line-up de Money in the Bank et qui rajoute enfin un peu de star power à ce Money in the Bank féminin. Et le show se termine sur une Becky Lynch qui pète un câble, tout simplement. Elle retourne la table des annonceurs avant de se liquéfier. Et c'est le vide absolu, le blackout. Becky Lynch, elle a tout perdu. C'est fini. C'est ça, c'est fini. C'est fini. Ouais, écoute, pas trop quoi penser encore une fois de ce match. Enfin, si, je sais que j'ai pas aimé, mais je sais pas. Bon, écoute, voilà, on va se dire que je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer avec Becky Lynch parce que on va peut-être recentrer un petit peu les débats sur sa spirale négative hein, depuis qu'elle a perdu ses ceintures, depuis qu'elle a perdu à WrestleMania et tout. Elle est dans une spirale de défaite, de folie, d'hystérie. Qui peut être assez fun, qui peut être assez fun à suivre. Le focus avait été un petit peu détourné de tout ça parce que ils essayaient de booker. Enfin, je dis bien ils essayaient, hein, mais il fallait qu'ils bookent des title match et Money in the Bank et compagnie. Donc Becky Lynch était passé un petit peu au second plan. Donc là, on va peut-être pouvoir se recentrer là-dessus.
par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est globalement le match qui était assez. Bon, il était pas mauvais, hein, mais qui était pas au niveau, je trouve, des deux catcheuses, qui peuvent faire beaucoup plus. Et ça a un double effet négatif, c'est que déjà, bon, d'une, ça nous propose un main event qui est pas fantastique, mais c'est surtout que ça continue à dévaluer, je trouve, une affiche qui ne devrait pas avoir lieu aussi souvent à Monday Night Raw. C'est-à-dire que là, des Asuka Becky, ça commence à faire beaucoup. Asuka et Becky, c'est quand même censé être, alors qui plus est maintenant avec les départs qu'il y a eu et le roster féminin qui compte quand même beaucoup d'absences. Asuka et Becky, c'est quand même deux de tes trois plus grosses superstars féminines actuellement. Euh, et même dans l'absolu, hein, même si tout le monde était là, c'est quand même des gros profils de la division. C'est des matchs qui méritent a priori des grosses rivalités. De les voir d'évaluer un petit peu ces affiches en weekly et les répéter parce qu'en fait ils savent pas quoi faire d'autre. Je trouve que c'est vraiment dommage sur le long terme. Donc voilà, on a encore une fois quelque chose qui est un petit peu en pilote automatique sur il faut qualifier quelqu'un au Money in the Bank je sais pas en quel honneur en fait j'ai toujours pas compris en fait en quel honneur Becky Lynch a potentiellement ou même Asuka en fait a potentiellement le droit de prétendre à un spot dans le Money in the Bank. Elles ne font que perdre tout le temps. Donc en fait à aucun moment en fait on prend le temps d'expliquer. D'ailleurs on a même presque l'impression dans ce match-là quand il fallait, il y avait eu un petit speech avec Adam Pearce et tout, on a presque l'impression que Asuka elle était légitime de base, c'est-à-dire qu'elle elle avait le droit à un match de qualification alors que c'est pareil, elle perd et que on faisait une nouvelle fleur à Becky Lynch, pareil je sais pas non plus en quel honneur. Donc encore une fois je trouve que ça manque un petit peu d'explication, ça manque de cohérence générale, ça manque de tout, ça manque de beaucoup de choses pour nous donner envie de nous intéresser à tout ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Limite, il fallait juste les mettre dans le match et puis c'est tout, quoi. Les Ouais, qualifier d'office. Parce que de toute façon, il y a personne. Donc, c'est terrible. Hein. Effectivement, il y a que ces deux filles-là qui sont au niveau par rapport, au haut de la carte. Et c'est vrai que c'est un match qu'on a joué plein de fois. C'est vrai que ce match-là était un peu balancé comme ça. Et même, le match était pas ouf, c'est vrai. Et le finisher était un peu étrange. Et je sais pas quelle ouais, est la je sais pas quelle est la direction on prend. C'est vrai que c'est un peu. Non, mais je te dis, à la limite, ça va permettre au moins peut-être de se reconcentrer sur Becky Lynch. Parce que, Asuka va peut-être enfin la lâcher. Parce que je sais pas ce qu'elle a à harceler Becky Lynch comme ça partout. Mais bon, au moins, comme ça, c'est fait. Mais c'est vrai que, putain, quand tu compares les deux Money in the Bank et les deux line-up, ça fait peur. Hein. Putain, ça fait un peu peur parce que pour l'instant, je crois qu'on a Lacey Evans, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Alexa Bliss et Asuka. donc il y a Alexa Bliss et Asuka, ouais c'est ça. Et je crois qu'il y a un match qui est déjà prévu entre les deux petites jeunes, là, Alia et Shotzi pour un spot aussi. Mais bon voilà, écoute, après c'est le roster, hein, tu sais, pas Charlotte, il n'y a pas Rhea Ripley, il n'y a pas Ronda Rousey puisqu'elle est déjà prise dans un match. C'est sûr que ça picote. Hein. Puis ça picote et du coup on arrive au mot de la fin, mon beau Giscard. Hein, eh oui. Il va falloir nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown du 20 juin, s'il te plaît. Écoute, alors on va commencer. Easy flop, on revient pas dessus, hein, sur l'intro de Raw avec cette promo catastrophique, ce Fatal 5-Way hideux et ce booking. C'est même pas du pilote automatique, hein, là, c'est même pire que ça. Je pense que s'ils faisaient du pilote automatique, ce serait mieux. Toute l'intro du show et tout le booking, on va dire, de la scène féminine est vraiment nul. Donc c'est un joli bon gros flop bien gras. Et pour mon top, bon voilà, pas de doute possible, hein, c'est pour Kevin Owens et notre le retour de Elias. Tellement content. Alors ça aurait pu en être d'autres, hein, parce que il y a beaucoup de moments que j'ai beaucoup aimé, mais c'est tellement bon. J'ai tellement adoré que je vais donner le top ici.
Et écoute, je vais quand même, malgré tout le mal que j'ai pu dire de l'ouverture et du main event, je vais quand même donner une bonne note à ce Raw parce qu'en fait, je vais mettre des œillères maintenant et je vais arrêter d'accorder, je pense, trop d'énergie et d'attention aux femmes à la WWE, puisque de toute façon, eux n'en ont pas. Donc, si j'occulte tout ça, bah écoute, j'ai passé un bon Monday Night Raw, des belles qualifs masculines, des beaux segments, des belles promos. Je me suis bien marré, et donc je vais donner un 3,75 quand même à ce Raw, qui du coup m'a bien diverti. Je vais pas monter plus haut, hein, parce qu'il y a quand même les femmes qui étaient là, quoi. Mais voilà. Ok. Bah écoute, moi j'ai passé un moment aussi pas trop mal. C'est vrai que, à part voilà, cet opener auquel je donne également mon flop parce que c'était trop long et trop mal booké, on l'a suffisamment descendu comme ça. Mon top, eh ben écoute, j'ai hésité, mais comme tu l'as dit, il y en a plusieurs qui le méritent, mais je vais le donner à quelqu'un que je suis pas sûr que je pourrais lui en redonner un. Je vais le donner à Homos. Ah, Alors, bah écoute, c'est bien. alors, pas juste Homos, hein, Homos et Riddle. Ce match, Riddle versus Homos, que j'ai trouvé plutôt très très bon. Alors, grâce surtout, j'imagine, à Riddle, mais je trouvais qu'il était plutôt bien construit par rapport à ce qu'on pouvait en tirer là de ce grand géant nigérien. J'ai bien aimé, moi, ce Ouais, match. Donc, c'est mon petit top coup de cœur, on va dire. ouais. Mon Non, flop, donc, je ça l'ai aurait pu déjà être. donné. Ouais. Ouais. Il y en avait plein des tops potentiels. Ouais, ça aurait pu être Les petits théorie jeunes, aussi. ouais, voilà, j'ai hésité. Voilà, Ouais. tous les petits jeunes sont plutôt bien Ça aurait pu débrouillés. être aussi les petits vieux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé Vince McMahon qui nous a refait une apparition Voilà, qui a surprise. failli tomber plusieurs Ouais. fois là, en montant et en descendant du ring, effectivement, que son Donc apparition. on a eu la confirmation du coup qu'il était bien en séance de troll. On va peut-être le voir toutes les semaines jusqu'à Money in the Bank, c'est possible. Ah ouais. Effectivement, qui racontait voilà, que Euro est le show le plus incroyable qui dure depuis le plus longtemps. Quant à ma note, eh ben, écoute, je vais donner un 3. Voilà, un 3 à cet épisode. Qui était, Ah qui ouais. était qui était un bon épisode, mais voilà, moi, l'opener m'a vraiment. Il a fallu aller. M'a vraiment dégonflé, quoi. M'a vraiment dégonflé. Heureusement que derrière, ça a plutôt bien suivi. Un 3 solide, on va dire. Un 3 solide. Ouais, j'ai donné des trop bonnes notes cette semaine, alors c'est possible, hein, je sais pas. Bah, en même temps, t'assumes, t'as dit que tu mettais des œillères sur Ah, 10 jours j'assume. féminines, donc en faisant ça, C'est vrai, forcément. j'assume. Ouais, ton barème, on donne des points au bac, voilà, parce que c'était un C'est petit peu ça, exactement. difficile quand même. On donne des En fait, sujets. je donne des coefficients, c'est ça, Ouais. j'ai des coefficients. Donc il y a un coefficient 0 sur les femmes, et puis voilà, après je note le reste. La vie est plus simple à WWE quand tu fais ça. Bon, allez, Jessica, c'est l'heure de se quitter après cette double ration, ce super catch-up. N'oubliez pas Oui. que vous pouvez nous retrouver en vous abonnant sur toutes les plateformes de podcast habituelles, également sur YouTube, la version vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Les réseaux sociaux, c'est simple, c'est Catch-up CDC sur Twitter, Instagram et Facebook. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'oubliez pas, l'heure des pronos approche à grands pas. Vous pouvez suivre tout ça évidemment en vous abonnant, comme ça vous ne manquez aucun contenu du podcast. Jessica, je te remercie pour ta présence et ton analyse aussi fine pour cette double ration. Merci de m'avoir à nouveau accueilli et d'avoir assuré une présentation impeccable. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut! Allez, ciao tout le monde. On dit même pas bonjour. Il en a rien à foutre.